Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du 7-8 Société. Les déchets, véritable marée qui nous envahit, le temps de dégradation d'une brique de lait est de 5 mois, 3 mois pour un mouchoir en papier et 100 à 1000 ans pour une bouteille en plastique. Leur recyclage nous coûte 10 milliards d'euros chaque année. Comment réduire nos déchets et minimiser l'impact sur l'environnement? C'est le sujet du jour. Avec nous en plateau ce soir pour en parler, Martha de Cidrac, sénatrice Les Républicains des Yvelines. Bonjour. Bonsoir. À côté, monsieur Jean-Michel Chevalier, vice-président à la collecte valorisation des déchets de Saint-Quentin-en-Yvelines. Conseiller communautaire, délégué, mais pas de souci. Bonsoir. Bonsoir. En face, monsieur Tony Landali, vous êtes engagé dans la réduction des déchets de façon écologique dans votre résidence à Montigny-le-Bretonneux. On y reviendra tout à l'heure. Sur votre gauche, Sacha Bourguet, vous avez lancé l'antenne de Youth for Climate à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et enfin, monsieur Cyril Klein, membre du collectif Very Green de la Verrière. Bonsoir. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Les déchets, composés principalement des emballages plastiques de carton, sont présents dans notre quotidien et notre environnement. Dans les Yvelines, nous avons plusieurs exemples comme la décharge sauvage de Carrières-sous-Poissy. Une loi à gaspillage et économie circulaire présentée le 27 septembre a été adoptée à l'unanimité, moins une voix. C'est rare, malgré un embouteillage législatif. Le texte est actuellement examiné à l'Assemblée nationale. Martha de Cidrac, vous êtes la rapporteure de cette loi et sénatrice des Yvelines. Quelles sont les grandes lignes de cette loi ? Alors, cette loi a pour vocation effectivement de s'atteler à ce que l'on appelle l'économie circulaire et le gaspillage de consommation générale. Nous avons introduit au Sénat d'ailleurs un volet sur l'aspect alimentaire également du gaspillage. Mais en 2 mots, c'était un texte dans le projet de loi initial qui était structuré sur 4 grands titres. Un volet information consommateur, un volet pour l'anti-gaspillage, enfin la lutte contre l'anti-gaspillage, le gaspillage alimentaire et autres, et un volet sur les REP, responsabilité élargie des producteurs, et vous aviez un titre également qui donnait des habilitations sur un certain nombre de choses. 13 articles au départ, 36 à l'issue de la Commission aménagement du territoire et développement durable du Sénat, 76 à l'issue de notre séance publique. Et donc, le texte adopté aujourd'hui au Sénat, qui est examiné à l'Assemblée nationale, comporte 76 articles qui seront certainement amendés par nos collègues députés. Et cette loi tentera, par exemple, de lutter contre les proliférations des plastiques dans l'espace public, se concentrer sur les collectes hors foyer, c'est important ? C'est très important, puisque dans le texte initial, en réalité, il n'y avait pas de préoccupation, en tout cas on ne le voyait pas, c'était un texte très technique et qui s'intéressait en fait à l'aval, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait une fois que le déchet est là. Et on a souhaité au Sénat, en réalité, se poser la question, finalement, qu'est-ce qu'on fait de l'ensemble de nos plastiques et pas uniquement une catégorie de plastique donnée. Et c'est la raison pour laquelle on a introduit en réalité en préambule, au titre premier, tout un volet sur tout ce qui était dispositif contre le suremballage, contre la prolifération des plastiques dans l'espace public et dans leur foyer, puisqu'aujourd'hui on collecte bien dans nos foyers, puisqu'on a tous le bac jaune chez nous et on sait quel est le geste à avoir. En revanche, le hors-foyer, aujourd'hui, n'est pas réellement dans les radars et n'existait pas en termes de préoccupation dans le texte initial. Et le Sénat a souhaité véritablement apporter ce plus, cet enrichissement au texte. Tony Landali, à la résidence L'Arbalète des Prés à Montigny-le-Bretonneux, avec un petit groupe de voisins, vous avez décidé de réduire et de trier vos déchets de façon écologique. Vous avez 3 bacs de compostage de 800 litres. Ils sont installés dehors, dans votre résidence. Comment ça se passe ? En fait, chaque personne, durant la semaine, collecte dans son bioseau tous les déchets verts, les épluchures, un peu tout ça. Et puis en fait, on se donne rendez-vous le samedi matin pour pouvoir déverser nos déchets, ou sinon ils le font de leur côté. Et c'est surtout pour pouvoir retourner un petit peu le compost. Donc on le retourne sur 20 cm. Et ça permet aussi de voir comment ça évolue, s'il est trop humide, s'il est trop sec,
Ça permet aussi pour les grands comme les petits, voir tous nos amis qui sont là-dedans, donc les vers de terre, les cloportes. Et du coup, finalement, c'est un peu comme un aquarium, on est devant comme ça, et puis on constate tout ce qu'il y a, quoi. Un tiers de nos ordures peuvent être compostables. Quels conseils pouvez-vous donner peut-être aux futurs utilisateurs ? En fait, il faut s'y mettre, c'est assez simple. Et juste découper vos épluchures. Comme ça, elles vont se décomposer plus facilement. Et puis, en fait, ça crée du lien social, en fait, dans la résidence. Et en fait, on connaît mieux ses voisins et du coup, on est content d'y aller. Et pour les enfants aussi, en fait, ils sont les premiers contents d'être là, mettre la main à la pâte. Donc, c'est l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines qui propose des composteurs individuels de quartier et résidentiels. Jean-Michel Chevalier, comment l'agglomération accompagne les habitants dans cette transition écologique ? Alors ce plan compost, effectivement, qui a été mis en place en 2019 et qui fonctionne parfaitement bien. On doit en être à plus de 1000 composteurs aujourd'hui installés. Autant en résidentiel, c'est à peu près facile à appréhender, parce que finalement, chaque propriétaire gère son compost et son bioseau. La démarche collective est un peu plus compliquée, donc je suis ravi d'entendre que ça fonctionne bien et qu'il y a des expériences qui réussissent sur le territoire. Je crois qu'il y en a 5 résidences qui sont équipées aujourd'hui et il y a 50 référents qui ont été formés. C'est ça qui est important en fait, c'est qu'il faut faire vivre, en résidentiel en tout cas, il faut arriver à faire vivre le projet et à impliquer les gens. En résidentiel, c'est une démarche volontaire. On va chercher son composteur, je crois que ça doit coûter 25 €. Il y a 2 modèles, 300 litres et 600 litres. Il y a une petite formation qui est dispensée. L'agglomération a dispo le composteur. Vous avez une petite réunion d'1 heure au cours de laquelle on vous rappelle les fondamentaux, parce que ça ne marche pas tout seul, vous le disiez à très juste titre. Il faut quand même le surveiller, le retourner. Ça vit, un composteur, ça vit. Donc il faut s'en occuper. En résidentiel, c'est une démarche volontaire, c'est facile. En collectif, il faut des référents et il faut des gens qui animent le projet. Donc je suis vraiment très content d'entendre que ça fonctionne. Maintenant, il faut arriver à le dupliquer partout sur le territoire. Il n'y en a encore pas assez en résidentiel, enfin en collectif, pardon. Et justement, par rapport à ça, je voudrais ajouter qu'on a un organisme de formation qui répond à toutes nos questions. Et on n'est pas lâché dans la nature, en fait. Donc on est vraiment assisté et c'est assez rassurant, quoi. Et l'accompagnement, ce n'est pas qu'au début, c'est aussi pendant toute la durée de vie du projet. Ouais. Et cette installation était gratuite pour la résidence, mais c'est une contribution de 25 à 30 € pour les résidentiels. Oui, tout à fait. Voilà, il y a une participation financière qui est très minime par rapport au coût du composteur, mais il y a effectivement une petite participation financière sur le résidentiel. Sacha Bourguet, vous avez lancé l'antenne à 50 ans en Yvelines de Youth for Climate. Le compostage, c'est bon justement pour le climat ? Oui, c'est logique. Il faut recycler le plus de déchets possible. Beaucoup de déchets sont produits dans le monde et en France. Et actuellement, il y a seulement 20% des déchets qui sont recyclés. C'est vraiment très peu. Et du coup, vous avez dit qu'un tiers des déchets étaient compostables. Oui. C'est énorme, donc ça pourrait vraiment éviter beaucoup de déchets qu'on retrouve dans la nature ou qui sont brûlés actuellement. Et les déchets, c'est vraiment un vrai problème. Enfin, ça peut entraîner beaucoup de problèmes au niveau de la biodiversité. On en retrouve dans la nature, on en retrouve énormément dans les océans. Enfin, tout le monde connaît le 8e continent. Toutes ces montagnes de plastique qui flottent et qui détruisent, qui tuent les poissons. D'ici 2050, selon certaines prévisions, il pourrait y avoir autant et la même masse de plastique dans les océans que de poissons. C'est pour ça que énorme. La jeunesse se montre aussi sensible à ces causes environnementales. C'est ça. Avec donc le groupe de Youth for Climate, on organise des clean walks assez régulièrement pour nettoyer la nature, la ville, réduire le plus possible le nombre de déchets un peu partout. Et on essaye aussi de sensibiliser parce qu'au-delà de ramasser les déchets une fois qu'ils sont produits, l'idéal c'est de produire un minimum de déchets et pour ça de consommer un minimum de produits globalement. Parce qu'il y a quand même énormément de plastique actuellement qui est assez inutile et qui emballe. Il y a beaucoup d'emballages à usage unique. Et il faut vraiment éviter de consommer énormément de plastique comme ça, de surconsommer. Et essayer de cibler ces produits, des produits qui utilisent moins de plastique
et qui créeront moins de déchets par la suite. Vous aussi, vous avez effectué un changement, et pas n'importe lequel, un changement de mode de vie. Cyril Klein, vous vous êtes lancé dans le défi zéro déchet, plus de carton ni de plastique dans votre cuisine. Ça fait 3 ans que vous vous êtes lancé dans ce mode de vie. Quels sont les changements que vous avez opérés ? Le premier changement, quand je me suis installé à la Verrière, c'était effectivement mettre en place tout simplement un composteur, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, on réduit de 30% sa masse de déchets. Ensuite, ça a été de se poser des questions toutes bêtes, c'est par quoi je peux remplacer ce que j'ai dans ma salle de bain, par exemple, la bouteille de shampoing, etc. Est-ce que j'ai des solutions alternatives ? Et puis on se rend compte qu'il y a effectivement des solutions alternatives qui ne sont pas des nouveautés en soi. C'est l'utilisation d'un savon à la place d'un shampoing, la fabrication éventuellement de produits d'hygiène avec des recettes assez simples à mettre en œuvre et des produits qui sont plus sains que ce qu'on peut trouver dans les produits du commerce. Vous créez vos savons ? Les savons, ça va venir. On crée nos shampoings aujourd'hui. Les savons, on est en train de se lancer. C'est un peu plus compliqué, mais ça se fait très bien. Alors, comment vous faites, par exemple, pour le shampoing ? Le shampoing, c'est une base très simple. C'est une base d'argile, éventuellement une poudre spécifique en fonction de la nature de vos cheveux. Je vais vous prendre de la poudre d'ortie ou de la poudre de guimauve, etc. Un composant qui permet de faire une émulsion un petit peu mousseuse. C'est malheureusement la seule contrainte qu'on ait à ce niveau-là, c'est de rajouter ce qu'on appelle du SCI aujourd'hui. Donc il faut essayer d'en mettre le moins possible. Le SCI en soi, c'est pas nocif. Par contre, c'est à base de noix de coco. La noix de coco, ça vient de très loin. Le traitement pour obtenir le SCI est un traitement assez contraignant. Donc voilà. Mais au-delà de ça, au-delà du savon, c'est un peu une anecdote. Le savon, j'ai envie de dire, c'est toute la démarche qu'il faut mettre en amont. On parlait tout à l'heure de recyclage. Il ne faut pas oublier que une des bases du zéro déchet, en fait, ce sont la méthode des 5 R. Le premier R, c'est refuser, tout simplement. Donc c'est se mettre en tête de savoir refuser les emballages plastiques qu'on vous propose au supermarché, demander si possible à utiliser vos propres contenants quand vous allez chez le boucher, chez le fromager, chez le poissonnier. Ça commence à s'ouvrir un petit peu au niveau des grandes surfaces. On peut déjà le faire si on va au marché, tout simplement. Donc voilà, nous on a décidé de quitter les supermarchés par exemple pour revenir sur le marché. On parlait tout à l'heure de lien social. On se rend compte que ça crée énormément de liens. On se met à discuter avec beaucoup plus de gens que quand on va faire ses courses au supermarché. Donc voilà. Et l'idée du collectif Very Green, pour revenir plus largement au collectif, c'est de proposer des ateliers à l'ensemble des Verriérois et des habitants de la communauté d'Aglo, voire même plus large, parce qu'on commence à être un petit peu connu, tous les mois, pour justement appréhender la façon de réduire ces déchets sur différents domaines, cosmétiques, produits ménagers, mais surtout réduire en amont sa production de déchets. C'est vraiment l'essentiel. Refuser, réparer, rendre à la terre. Le recyclage, c'est vraiment le dernier des R. C'est quand on ne peut pas faire autrement, en fait. Et c'est bien ça qu'il faut garder en tête. On a parlé de plusieurs types de déchets, mais il y a aussi le gaspillage alimentaire. Regardez ce reportage de Mélanie Poquet. Des yeux en forme d'écrou, une lumière sur la tête et un ventre balance. Voici Arthur. Le robot vérifie chaque midi ce que jettent les enfants de l'école élémentaire des Coudrées à Maurepas. Si ça faisait moins de 600 grammes, je pouvais appuyer sur le bouton pour dire que c'était le bon poids. C'est que j'ai pas trop gaspillé. C'est de la nourriture et du coup il faut pas gâcher pour rien parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas à manger. C'est important parce qu'il y en a qui n'ont pas la chance de manger partout comme ça. Installé il y a 3 mois, le robot a été pensé par les agents de la commune. Il est une nouvelle étape du programme de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires initiées il y a 1 an. Avec le principe petite faim, grande faim, l'enfant calibre ses besoins, calibre s'il a vraiment faim, s'il a moins faim, voire parfois s'il n'aime pas. Et du coup, au final, quand il a terminé de manger, il jette évidemment moins.
dès le CP, dès 6 ans, ils peuvent comprendre que jeter, c'est pas bien et que ça peut faire perdre des choses à d'autres personnes qui sont dans le besoin. Le robot est calibré en fonction du menu prévu chaque jour. L'école continue cette sensibilisation au gaspillage. Le zéro déchet, est-ce vraiment possible? Tony Landali. Je pense que oui, c'est possible. En fait, pour moi, c'est toute une histoire de temps. En fait, donc, si on prend le temps de le faire, on est conscient déjà de ce qu'on fait, on peut y prendre du plaisir et on peut être que satisfait du résultat. Mais c'est surtout, pour moi, prendre le temps de le faire. Dans la loi alimentation, interdiction des bouteilles plastiques en 2020 et des contenants en plastique alimentaire qui seront supprimés. Vous pensez que c'est réalisable, Jean-Michel Chevalier? A priori, oui, tout est réalisable. Après, je pense que c'est par étapes qu'il faut fonctionner et qu'il faut aller. Vous montriez quelque chose de très intéressant, c'est le côté pédagogique de cette démarche. Et ça ne peut passer que par ça. Mais oui, a priori, c'est possible. Comme disait monsieur à très juste titre sur le zéro déchet, sur le zéro contenant, c'est une question d'habitude. Le gouvernement affiche aussi un objectif de 100% de plastique recyclé pour 2025, un objectif qui peut être réellement atteint, Madame de Cidrac? Alors, en tout cas, c'est un objectif qui est élevé, qui est très fort. Je pense un petit peu comme mon voisin qu'il faut aller par étapes. Il faut afficher cette volonté forte et justement, c'est le but aujourd'hui de cette loi, de donner un carcan en fait et un cadre pour que tous nous prenions conscience collectivement qu'en réalité, on peut y arriver. Moi, je le crois. Moi, je suis convaincue. Il y a à la fois l'échelle de proximité que vous avez évoquée, que vous portez très bien d'ailleurs, je trouve, parce que ça ne peut se faire que lorsque les deux bouts se rejoignent, c'est-à-dire l'échelle de proximité et évidemment l'échelon national, parce qu'il est fondamental que nous travaillions tous ensemble collectivement. Donc oui, moi, je crois que les objectifs sont tout à fait atteignables. Maintenant, il faut qu'on se mette au travail et puis il faut que la loi économie circulaire soit votée à l'Assemblée. Affaire à suivre. Vous êtes d'accord, Sacha? Je pense que c'est possible, mais qu'en effet, il faut un effort commun, qu'absolument tout le monde accepte, grâce à un effort pédagogique fait par des associations, par exemple, de réduire son confort et donc ses déchets, de faire des petits efforts comme aller faire un compost, comme aller toujours bien faire le tri, réduire sa consommation, tout ça. Mais si tout le monde fait des efforts et prend conscience de l'enjeu climatique, c'est possible. La loi gaspillage et économie circulaire a un volet qui concerne les dépôts sauvages. Celle de Carrières-sous-Poissy est l'une des plus grandes déchetteries sauvages de France. On l'a surnommée d'ailleurs la mer de déchets. Elle représente 38 000 tonnes. Comment lutter contre ces décharges sauvages? Faut-il sanctionner plus? Cyril Klein, faut-il sanctionner plus? Sanctionner, faut que ça ait du sens. Il faut trouver les responsables. Et sur une décharge qui fait 38 000 tonnes, j'imagine bien qu'on parle de plusieurs centaines, voire de milliers de personnes qui vont à cette décharge publique. Il faut travailler en amont. Encore une fois, il y a des associations qui font un travail extraordinaire à ce niveau-là. C'est l'association des marcheurs-cueilleurs qui sensibilise via les réseaux sociaux justement aux différentes décharges sauvages qu'on peut trouver dans le département et un peu plus loin maintenant puisqu'il commence à y avoir des antennes dans toute la France. Et on pointe toujours le doigt à la grosse décharge sauvage, mais il suffit d'aller vous promener dans les bois ou il y a toujours des déchets en fait. Donc, on revient toujours à la même question, c'est sensibiliser les gens pour qu'ils prennent conscience que ça peut plus fonctionner comme ça. Le je consomme, je jette, c'est pas un credo qu'il va falloir continuer à suivre très longtemps si on veut espérer renverser la vapeur. Et vous croyez à cette démarche pollueur-payeur, Sacha? Je pense, comme il l'a dit, en effet, on ne peut pas se permettre d'acheter, consommer et jeter tout de suite les déchets. Chacun doit prendre conscience et prendre ses responsabilités sur ce qu'il achète, acheter quelque chose qui minimisera les déchets qu'il aura par la suite. Et on peut aussi faire des efforts et aller ramasser les déchets régulièrement, faire des clean walk ou juste
quand on va se balader en forêt ou qu'on fait un trajet à pied, histoire d'éviter de prendre la voiture par exemple pour moins polluer, on peut, si on voit des déchets sur notre chemin, les ramasser, en prendre quelques-uns, les jeter à la poubelle. Et les petits ruisseaux font les grandes rivières, et donc si tout le monde fait ça, par exemple à Montigny ou en France, il y aura déjà beaucoup moins de déchets dans la nature. Ce sera une avancée énorme. Une réaction, Madame de Cidrac? Alors, moi, je reviens sur votre question qui avait été posée sur les sanctions. Moi, je dis oui, il faut des sanctions aussi. Je suis un petit peu plus affirmative que M. Klein sur ce point-là, parce qu'aujourd'hui, nous avons en fait constaté aussi que l'ensemble, en tout cas une grande partie de nos dépôts sauvages dans la nature, Carrière en fait partie hélas, proviennent aussi d'un certain type de matériaux qui proviennent aussi du bâtiment. C'est un sujet, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs dans le texte de loi économie circulaire, nous l'avons sorti des habilitations pour le mettre en dur dans le texte, avec un certain nombre de dispositifs et de sanctions qui sont tout à fait possibles. Ça passe aussi par, en fait, ce qu'on appelle la police du maire, donner un peu plus de pouvoir aux élus locaux pour qu'ils puissent constater, quand il y a flagrant délit aussi, réagir et sanctionner en fait. Donc vous avez toute une gradation que nous avons proposée dans ce texte et qui, au moment où je vous parle, puisque le texte a été examiné en commission à l'Assemblée nationale, nos collègues députés a priori nous suivent. Ils ont amendé, ils ont enrichi un certain nombre de sujets, mais je pense malgré tout qu'il faut qu'à un moment donné nous puissions sanctionner. Et je crois, moi je rejoins en revanche tout ce que vous dites, bien évidemment, parce que la sensibilisation, la prévention sont fondamentales en matière d'environnement. Je crois que ce que vous faites, c'est vraiment l'échelon de proximité et c'est fondamental parce que ça commence comme ça. Vous avez parlé d'efforts, je crois que oui, nous devons tous faire collectivement des efforts, mais vous avez parlé aussi de prise de conscience et ça, je crois que c'est une réalité. La prise de conscience est là et des mouvements, des associations sont des véritables alertes, tirent de la sonnette d'alarme suffisamment souvent maintenant auprès à la fois des élus et des pouvoirs publics pour que, comme vous voyez, le vecteur législatif maintenant s'est mis en route. En tout cas, en France, c'est le cas. Et moi, je voudrais aussi quand même enlever une idée qui est très répandue en France, disant que nous sommes très mauvais. On n'est pas si mauvais que cela. On a énormément d'efforts encore à faire, c'est évident, donc ça c'est nécessaire. Mais je crois que la conscience collective est là, à travers des associations comme vous, à travers des actions que l'on peut avoir dans les territoires et puis à travers les élus. Parce que les collectivités et les communes, aujourd'hui, il n'y en a pas une qui ne se soit pas saisie d'une façon ou d'une autre de ce sujet-là. Donc moi, je reste malgré tout optimiste et je crois qu'il faut le rester là-dessus. Mais il ne faut pas baisser les bras, c'est compliqué. Et pour rappel, une entreprise qui déverse des déchets sur un site comme celui de Carrière-sous-Poissy s'expose à 75 000 € d'amende, 2 ans de prison et la saisie du véhicule. Avant de clôturer cette émission, on a parlé du compostage, de la réduction des emballages, du défi zéro déchet. Pensez-vous à d'autres solutions pour réduire nos déchets? Un petit tour de table, Monsieur Chevalier. La réduction de déchets, c'est une chaîne et c'est une somme de maillons. Il y a plein de bonnes idées et il y a plein d'acteurs. Vous le disiez à très juste titre, il y a les élus, il y a l'agglo, il y a les assos. On ne peut pas y arriver seul. Donc voilà, c'est toute une chaîne d'idées qui vont se mettre en place en application. C'est une chaîne d'acteurs, les élus, les associations, les habitants surtout. C'est eux qu'il faut qu'on arrive à convaincre. Le tri, c'était une première étape. Ça permettait de valoriser. Maintenant, il faut passer à la deuxième étape. C'est de plus produire de déchets ou de moins produire de déchets. Moi, j'aime bien dire que l'objectif à Saint-Quentin, on a créé cette culture du tri il y a quelques années. Il faut qu'on arrive maintenant à créer cette culture de la prévention de la production du déchet. Tony Landali, vous allez continuer le compostage? Oui, là, c'est bon, c'est ancré, c'est bon en fait. Et puis en plus, on est de plus en plus nombreux dans ma résidence, donc ça fait plaisir et je pense que là, on ne va pas lâcher. Et c'est vecteur de lien social. Ouais. Sacha? Je pense que, comme vous l'avez dit, c'est une somme d'actions qui peuvent mener à une réduction globale des déchets. Donc les composts, le tri. Et en effet, comme vous dites, le plus important maintenant, c'est de réduire globalement la consommation. Et je pense que c'est vraiment par là que doit passer la réduction des déchets. Une solution aussi pour réduire ces déchets, c'est de promouvoir
Les achats de proximité, donc remettre au centre de nos achats les producteurs locaux, à travers des AMAP par exemple, etc. Vraiment, regarder ce qui se fait autour de nous. Il n'y a pas besoin d'acheter des produits qui viennent de l'autre bout de l'Europe ou de l'autre bout du monde pour manger correctement, par exemple. Et ça, c'est vraiment très important. Et juste un point par rapport au recyclage des déchets, même si on atteint en 2025 100% de déchets plastiques recyclés, faire attention, le plastique ne se recycle pas à l'infini. On peut le recycler et après, on le brûle. Donc il faut vraiment réduire sa consommation de plastique. Merci à tous d'avoir participé à ce 7-8 Société et merci à vous d'être fidèles à notre chaîne. Très belle soirée sur TV78.